Bonjour, Bonjour. Le professeur Xavier Jouvin, vous êtes professeur de cardiologie et d'épidémiologie. Vous avez beaucoup travaillé sur la mort subite, en plusieurs années d'expérience. Quelle est votre approche aujourd'hui par rapport à la mort subite? Alors après de nombreuses années travaillé sur identifier les gens à risque, on a travaillé aussi sur tout ce qui était améliorer la réanimation, parce qu'on a plafonné aussi, on n'arrivait plus à identifier les gens à risque. Et après plusieurs essais infructueux, on s'est dit que finalement restreindre l'analyse au domaine cardiovasculaire uniquement était peut-être pas l'approche la plus intelligente. C'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir à des données non cardiovasculaires. Petit à petit, on a ouvert, puis on a ouvert à tout, et on a utilisé les outils récents de machine learning et de deep learning pour, en ouvrant à des données non cardiovasculaires, se donner la possibilité d'améliorer la prédiction de risque de mort subite. Et nos résultats préliminaires sont très prometteurs. Quelles sont les étapes prochaines par rapport à notre compréhension, par rapport à la mort subite et par rapport à identifier les personnes à risque sur le plan individuel, sur le plan collectif? Alors l'énorme avantage de ces nouvelles méthodes de statistiques non supervisées, c'est qu'on va pouvoir construire des modèles personnalisés. Donc les patients auront un risque personnalisé. Ils auront, en allant chez leur médecin généraliste, l'équation de risque, qu'est-ce qui est le plus à risque, le facteur numéro 2, le facteur numéro 3. Donc on va vers de la prévention individualisée. Ce qui est très très intéressant, parce que c'est vrai aussi que finalement faire la même prévention pour tout le monde, c'est comme dire on fait la même médecine pour tout le monde, ben non, on est en train de faire de la médecine personnalisée, et ben on va aussi faire de la prévention personnalisée. L'intelligence artificielle nous a permis beaucoup d'avancer ces dernières années. Alors, vous avez vu sur les résultats que en partie oui, mais finalement ce qui améliore surtout la prédiction, c'est quand on a décidé d'ouvrir nos modèles de prédiction à des variables non cardiovasculaires. C'est ça qui a vraiment amélioré la prédiction, plus que les outils d'intelligence artificielle en eux-mêmes. Mais évidemment, quand on travaille sur des données aussi énormes que 10 000 variables pendant 10 ans chez 10 000 morts subites, c'était tellement énorme que les modèles de statistiques classiques ont du mal à tourner, demandent beaucoup de temps. Et finalement, l'approche non supervisée permet aussi de travailler un peu sans hypothèse, de dire « ok, ben j'accepte de ne pas savoir ». Et quand un cardiologue ou un décide « j'accepte de ne pas savoir », d'ouvrir à d'autres choses, eh ben, finalement, avec un peu de modestie, on découvre des choses nouvelles. En parlant d'ouverture par rapport à la greffe rénale, vous avez beaucoup contribué à nous expliquer les modèles de rejet de greffe. Oui, parce que effectivement, moi j'ai appris à utiliser le machine learning, le deep learning sur des domaines avec des données qui sont des données très structurées, répétitives, standardisées, qui sont dans le domaine du rejet de greffe. Et là, c'était passionnant parce qu'on a fait des approches en population, on a analysé en population, on a fait tourner un peu des mathématiques sans les superviser, on a trouvé des nouveaux groupes de rejet et on a continué. Et quand on a essayé d'aller vers la compréhension, on a découvert par exemple des nouvelles maladies. Parce que quand on dit que le rejet chronique de cœur, par exemple le rejet chronique de cœur, on dit ben, il est cellulaire. Parce que les rejets chroniques sont cellulaires, le rejet aigu, il est humoral. Mais non, le rejet, 75% à 80% des rejets chroniques de cœur sont des rejets humoraux à bas bruit. Et ça, on l'a trouvé par des analyses en population, on est descendu sur le mécanisme. Donc on inverse, au lieu de partir de petits modèles, de aller vers la souris, puis le gros animal, puis l'homme, puis ensuite suivre. Nous, on part des populations et on essaie de comprendre. Voilà, on inverse un peu. Il y a beaucoup d'échecs, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. On se trompe souvent, mais après, ça permet quand même d'identifier des nouvelles directions. Donc c'est prometteur, c'est enthousiasmant. Merci beaucoup, professeur Xavier. Merci à vous de m'avoir invité.